9 principes pour soutenir l'apprentissage à distance ou à 2 mètres. J'ai avec moi Marjorie Paradis, donc vous voyez la caméra juste peut-être à côté de moi, j'imagine, ou quelque part dans l'écran. Bonjour Marjorie. Bonjour, je viens de vous saluer. Je suis un peu cachée derrière le clavardage, moi, aujourd'hui, pour la présentation. C'est moi qui répondrai à vos questions dans le clavardage s'il y a lieu. Je renverrai la balle à Benoît. Je vais vous pousser les liens quand ce sera pertinent, puis vous donner des petits compléments d'information. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller directement ou sinon, j'essaierai d'attraper vos commentaires dans le clavardage. On vous souhaite la bienvenue à plus de 30 participants un petit peu là, pour un vendredi après-midi. Bravo pour votre engagement. On est bien heureux de vous voir. Absolument, merci. Merci à toi aussi, Marjorie, d'être avec moi pour me soutenir au clavardage et proposer des ressources, des liens en lien avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, 9 principes pour soutenir l'apprentissage à distance ou à 2 mètres. On commence, c'est parti. Depuis déjà 2 mois, imaginez, ça fait 2 mois, on dirait que c'est une éternité. Non, ça ne marche pas sur les Macs. Ah, La Chapelle, je vais te demander de désactiver ton micro, je vais faire muet, tiens. Et voilà. Donc, depuis déjà 2 mois, chacune et chacun d'entre nous, eh bien, on est confinés et on a vu nos cours d'école barricadés, nos écoles secondaires désertées, on dirait qu'elles sont mortes. Il y a plus... c'est tellement étrange pour nous, enseignantes et enseignants, de voir nos écoles vides, plus d'ados qui sont là avec leur musique, à faire jouer leur musique qui finit par nous, des fois, nous déranger. Mais là, on s'ennuie de cette musique d'adolescent qui vient faire jouer sa musique devant l'école. Mais non, il n'y en a plus. Ils ne sont plus là, ils sont partis. Il n'y a plus personne. C'est triste à mourir. Et puis, même nos parcs pour nos enfants ont l'air de lieux de scènes de crime, imaginez. C'est vraiment traumatisant de voir toutes ces images-là auxquelles on est exposé, qui sont complètement inédites, qu'on n'avait pas avant, qui n'existaient pas. Et ces images-là, qui nous apparaissent tous les jours, bien, elles sont troublantes. Hein? Il y a même des phénomènes complètement nouveaux qu'on n'avait jamais vus. Imaginez, derrière chez moi, il y a un bureau municipal et bien, il y a 2 semaines environ, il se tenait une réunion des employés à 2 mètres de distance dans la cour, dans le stationnement. Imaginez, ils tenaient une rencontre de la sorte. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie, une réunion de ce format-là en manteau dehors, avec une petite table au milieu. Et ça a amené toutes sortes de phénomènes du genre. Ça a amené aussi un retour en classe, un déconfinement au début de la semaine dernière dans plusieurs écoles du Québec, avec, bien sûr, une distanciation de 2 mètres dans la classe, des marquages au plancher, toutes sortes de choses vraiment étranges. Il y a même des enseignantes, des fois, qui ont trouvé des astuces pour rendre la chose un peu plus joyeuse. Il y a des élèves qui avaient amené leurs serviettes, et bien, ils se sont fait une petite cabane sous la table pour faire un petit espace de lecture dans l'intimité. Alors, ça amène toutes sortes de phénomènes étranges. On travaille tout le monde en réunion à distance depuis 2 mois. On se voit, nos collègues, nos partenaires, on assiste à des formations comme aujourd'hui à distance. Imaginez, nous, notre équipe, là, Marjorie, vous la voyez, elle est là en haut, hein, au centre. Bien, notre équipe, à nous, on est chanceux d'une certaine façon parce que le travail à distance, ça nous connaît bien parce que depuis 2 ans déjà, on travaille à distance. Notre équipe, bien, comme Marjorie est à Québec, moi je suis à Saint-Hyacinthe. Les autres membres de l'équipe, c'est un peu comme ça. Annie est aussi à Québec comme Marjorie. On a Mélissa, elle qui est sur la rive nord de Montréal, alors que Marie-Soleil, Alexandre et moi, on est à Saint-Hyacinthe. Il y a d'autres membres de notre équipe. Mais on a des outils de visio. On travaille en visio pratiquement tous les jours, de toute façon. Alors pour nous, bien, ce qui a changé, c'est le décor en arrière de nos écrans, en arrière de nous. C'est surtout ça qui a changé. Puis notre travail a changé aussi parce qu'on essaie de répondre aux besoins du réseau scolaire. Tout ça, ces éléments-là, nous emmènent toutes sortes d'autres phénomènes. Et imaginez, moi, j'ai ma conjointe, vous la voyez, est au centre de l'écran, là, ma conjointe Danielle et moi, on a fêté les anniversaires de 2 de nos enfants, imaginez, à distance, en visio. On souffle la chandelle à distance, mes parents se sont joints à nous. On a fait des choses comme ça, toutes des choses qu'on n'avait jamais faites de notre vie. C'est complètement nouveau. On a même, imaginez, il semblerait qu'il y aurait des peluches qui auraient tenu une visioconférence, imaginez, pour se rejoindre. En fait, ce que vous voyez là, c'est une image que ma conjointe, qui est orthopédagogue, a utilisée parce qu'elle, imaginez, elle a inventé des histoires qu'elle a faites avec Book Creator, une petite application sur iPad, pour envoyer à ses élèves, pour les soutenir à distance, les faire lire à distance. Donc, on a notre
des phénomènes comme ça complètement inédits qui se produisent. Et toutes ces situations-là là, qui sont anecdotiques parfois, parfois constantes tous les jours, nous font vivre des émotions en dents de scie. Hey, moi, je le sais, moi, depuis 2 mois, là, il y a des journées où je me réveille, puis je suis en pleine forme, j'ai full d'énergie, j'ai le goût de tout faire pour contribuer à cette pandémie, puis aider les éducateurs partout au Québec, partout sur la planète. Imaginez, j'ai vu qu'on a Benoît qui est avec nous, Benoît qui est en France, imaginez. Pour lui, il est 19h30, il est presque 20h et il est avec nous aujourd'hui. Il s'est joint à nous un vendredi soir, imaginez, il est motivé. Alors, on est exposé à toutes sortes de phénomènes comme ceux-là, et ces phénomènes-là nous font vivre des émotions en dents de scie. Autant on peut être très motivé, autant il y a des journées où on est démotivé, on n'a plus d'énergie, on voudrait se rouler en boule, rien faire. Moi, ça m'arrive régulièrement, même dans une même journée, de vivre ces émotions-là en dents de scie. Le matin, je me lève, je suis en forme, rendu à midi, je suis épuisé, j'ai plus le goût de rien. On vit toutes sortes d'émotions parce qu'on est exposé à du changement constant. Tous les jours, on a des nouvelles qui viennent changer notre perspective du monde. Je lisais la presse il y a 2 jours, puis je voyais une nouvelle, je dis ah, cette nouvelle-là, elle n'est même plus à jour, c'est même plus vrai, ce qui est écrit là. On parlait de quand le déconfinement allait arriver à Montréal, mais non, c'est reporté en septembre. Donc, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. On est tout le monde, et ça, c'est normal de ressentir ces émotions en dents de scie. Tout le monde à qui je parle vit les émotions de cette façon-là. Alors, ce n'est pas exceptionnel qu'on ressente ces émotions-là en dents de scie, mais ça vient beaucoup affecter notre capacité à répondre à la situation actuelle. On va donc parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler, en fait, dans l'atelier, il va y avoir principalement 2 temps. Le premier temps va être beaucoup plus long, c'est les éléments plus théoriques qu'on va regarder ensemble. Puis la deuxième partie, qui est dans à peu près les 20 dernières minutes de l'atelier, on va aller dans un échange de partage, les mains, on va mettre la main à la pâte, tout le monde, pour essayer de trouver ensemble des solutions aux différentes situations qu'on vit. Peut-être que ce n'est pas trouver, mais partager les solutions qu'on a déjà trouvées, mais en tenant compte de ce qu'on va avoir vu ensemble. Alors, dans les éléments théoriques que vous avez là, il y a 3 éléments. La première bulle, la forêt, c'est pour vous parler du fonctionnement du cerveau. La deuxième, c'est pour vous parler de l'aspect affectif qui joue. Je vous en ai parlé un peu en introduction. Puis le dernier, c'est les 9 principes du titre de l'atelier. Mais pourquoi je ne commence pas avec les 9 principes, mais avec les 2 premiers éléments, le fonctionnement du cerveau et la dimension affective? C'est qu'il y a 2 éléments dans ça qui vont être, ces 2 éléments théoriques-là vont aider à comprendre, à mettre en contexte les 9 principes dont je vais vous parler. Donc, c'est pour ça que je commence avec ces 2 premières parties-là, le fonctionnement du cerveau. Alors, allons-y avec mes premiers éléments théoriques. Le fonctionnement du cerveau, bien, là, vous vous dites, je vous montre une forêt pour vous parler du fonctionnement du cerveau. Alors, pourquoi je vous parle d'une forêt alors que ce que je veux, c'est vous parler du fonctionnement du cerveau? Eh bien, parce que la forêt, pour parler du cerveau, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. En fait, Steve Masson, un chercheur en neuroéducation au Québec, à l'UQAM, c'est un spécialiste des neurosciences. Eh bien, Steve, lui, il dit que la forêt, dans le fond, il fait une allégorie entre le fonctionnement du cerveau et la forêt qu'on essaie de défricher. En fait, ce qu'il dit, c'est que notre cerveau, c'est comme une forêt à défricher. Au fur et à mesure qu'on trace des sentiers, on devient plus efficace à réaliser des tâches. On fait des liens entre nos neurones, on attache de l'information ensemble, on crée des liens qui vont devenir de plus en plus efficaces. Plus on va utiliser un même sentier souvent dans notre cerveau, plus on va devenir habile à le faire, à traverser ce sentier-là. C'est l'allégorie qu'il prend pour parler de dire le fonctionnement des synapses, des liens. Donc, c'est pour ça que, par exemple, en éducation, on va souvent répéter les mêmes tâches parce qu'on va répéter la même information aux élèves. On va demander aux élèves de faire des exercices répétitifs. Pourquoi? Pour tracer des sentiers dans le cerveau puis devenir efficace. Donc, à automatiser des tâches dans notre cerveau très rapidement. Mais cette allégorie, cette métaphore, elle me fait penser à une histoire, en fait, une petite histoire que j'ai vécu avec mon ami Sébastien. Sébastien, c'est un de mes collègues de travail aussi. On est dans une rencontre du récit. Le récit, hein, peut-être, on ne vous l'a peut-être pas dit tant que ça au début, mais Marjorie et moi, on travaille au sein du récit. Vous connaissez le récit. Tiens, on va tester si vous êtes capable d'utiliser les outils d'interaction dans Zoom. Si vous savez c'est quoi le récit, je vous demande d'utiliser là, les outils pour faire partager votre état. Peut-être le pouce en l'air. Oui, super, bravo. Vous savez comment utiliser les outils de Zoom, plusieurs d'entre vous. Donc, mettez le pouce en l'air si vous savez c'est quoi le récit. Génial. Donc, on est tous et toutes des conseillers pédagogiques. On essaie de vous soutenir pour aider à intégrer le numérique en classe. Eh bien,
on se réunit de temps en temps pour se former entre nous. Une fois, on était au Mont-Sainte-Anne et Sébastien décide de participer à une activité sociale en fin de journée, d'aller en forêt, faire la course à pied. Quand il arrive, le groupe est déjà parti, alors il décide de partir par lui-même. Il s'en va, il s'enfonce dans la forêt. Au bout d'une vingtaine de minutes, il décide de revenir sur ses pas. Et après quelques minutes de course, il se rend compte qu'il ne trouve plus son chemin. Il est perdu en forêt. Et là, il commence à s'imaginer, on est à la brunante, il va bientôt faire noir, et il s'imagine c'est quoi que peuvent ressentir des gens qui sont perdus en forêt, parce qu'il se dit, même si je suis à seulement 20 minutes du retour de mon point de départ, s'il fait noir, je risque d'être jamais capable de me retrouver. Alors, il est vraiment inquiet, mais heureusement, notre ami Sébastien, lui, est un homme très prévoyant, et il avait avec lui sa montre connectée avec son GPS. Donc, il a pu retrouver son chemin grâce à sa montre qui lui dit « Va à gauche, à droite, à gauche et tu retournes, ton point de départ est par là. » Il a donc pu retrouver son point de départ. Mais je reviens à ma forêt puis à notre Sébastien parce que je fais un lien entre ce que Sébastien a vécu et le fonctionnement de notre cerveau. Sébastien, dans le fond, lui, il est habitué de courir en forêt. Il est habitué de prendre des sentiers, puis ça ne demande pas grand-chose de réfléchir pour prendre ces sentiers qu'il connaît. Mais là, comme il est dans des sentiers inconnus, bien, peut-être que ça se peut qu'il y ait des sentiers qu'il n'a pas vus. Il était peut-être là, les sentiers, mais il y avait des choses qui l'empêchaient de voir. Bien, notre cerveau, quand on est dans des nouvelles situations, il y a parfois des sentiers qu'il pourrait prendre, qui seraient plus efficaces que celui qu'il connaît, mais notre cerveau, il ne veut pas les voir parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est utiliser l'automatisme, la fonction ce qu'il a utilisé souvent, qui est habile, efficace. Notre cerveau, il veut utiliser, donc il ne voit pas. Ou encore, ça se peut que, comme Sébastien, il aperçoive un sentier, mais qui a l'air trop ardu, trop difficile. Et là, comme il a l'air trop difficile, bien, il ne veut pas l'emprunter, ce sentier-là. Notre cerveau, des fois, il agit comme ça sur nous. Il nous empêche de regarder d'autres solutions, de les regarder parce qu'elles ont trop l'air difficiles. On ne sait pas si le résultat qui va en sortir, ça va correspondre à nos besoins, ça va faire en sorte qu'on va être bien avec ça. Donc, Sébastien, lui, c'est comme notre cerveau, il a eu de la difficulté à retrouver son sentier, là, sauf avec sa montre. Mais notre cerveau, là, on est donc très habitué à utiliser les mêmes sentiers. On devient très rapide. C'est ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, des automatismes. Et ça, il y a Olivier Houdet, un Français, peut-être Benoît, tu le connais. Olivier Houdet, c'est un spécialiste en neuroéducation également. Et lui, il dit que, dans le fond, être intelligent, c'est être capable de combiner des automatismes et les inhibitions. Et c'est quoi ça que ça veut dire? Bien, les automatismes, on l'a compris. C'est quoi? Là, je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, la capacité à utiliser un même sentier souvent dans notre cerveau. On automatise la tâche, on est très efficace à faire ça. Mais l'inhibition, c'est quoi? C'est la capacité à reconnaître que dans une nouvelle situation, bien, la réponse automatique n'est pas la bonne. Par exemple, si je suis en automobile, je conduis mon automobile, je suis habitué de conduire mon automobile, donc j'ai des sentiers bien tracés, je n'ai pas besoin de réfléchir à 1001 choses pour être capable d'aller où je veux, ça va très facilement. Quand vous avez des jeunes qui apprennent à conduire, c'est beaucoup plus ardu, c'est beaucoup plus long. Quand on commence à conduire, on a besoin de tracer les sentiers. Alors, si moi, je suis habitué, mais si je suis un bon conducteur, c'est aussi que je vais savoir qu'il y a un enfant qui vient d'apparaître dans la rue, bien, je vais freiner, je vais ralentir, je ne vais pas continuer mon automatisme. Je vais être capable d'arrêter la tâche automatique que je fais pour trouver une nouvelle réponse à la situation qui est nouvelle. Quand on est en situation de changement, bien, c'est difficile parfois de faire preuve d'inhibition, puis de s'arrêter, puis de ne pas rentrer dans notre sentier. Parce que dans le fond, ce qu'on a peut-être besoin de faire, c'est juste de tourner la caméra. Depuis tout à l'heure, notre caméra est au format portrait, mais peut-être qu'on a besoin de la mettre au format paysage pour être capable d'envisager de nouvelles solutions. Puis être capable d'envisager de nouvelles solutions, c'est parfois aussi demander aux autres de nous aider à réfléchir à de nouvelles solutions, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres sentiers très bien tracés, qui fonctionnent bien, qui ne sont pas les miens. Mais si on mutualise nos différents sentiers, peut-être qu'on va construire de nouveaux sentiers ensemble qui vont nous aider à être plus efficaces. Donc, très important de comprendre ça, ce fonctionnement-là du cerveau. Peut-être que plusieurs d'entre vous saviez déjà tout ça, mais l'idée, c'est donc de prendre cette conscience-là que notre cerveau peut nous jouer des tours parfois et que c'est sa façon de fonctionner, c'est d'être efficace, mais pour l'aider à être encore plus efficace, il faut aussi l'entraîner à reconnaître les situations où la réponse automatique est inadéquate et où on a besoin de créer de l'inhibition. Donc, c'est comme ça avec notre cerveau. Alors, on fait un premier petit temps d'arrêt. Je vous avais dit tout à l'heure d'entrée, quand vous êtes arrivé, qu'on essaierait d'utiliser les outils d'annotation. C'est le temps de les utiliser. Alors, je vous invite à répondre à ma question avec une réponse courte le plus possible. Est-ce que vous pourriez répondre à ma question avec
1 ou 2 ou 3 mots maximum. Que retenez-vous de ce qu'on vient de voir tout le monde ensemble? Alors, vous pouvez soit utiliser les outils d'annotation, le texte pour écrire votre réponse dans le tableau qui est en face de vous, ou encore utiliser le clavardage pour répondre à ma question. Que retenez-vous dans le clavardage? Libre à vous d'utiliser l'outil que vous voulez pour répondre à ma question. Donc, est-ce qu'on nomme des biais cognitifs? Bien, les biais cognitifs, effectivement, tu as raison, ça joue aussi, Benoît, dans ça. C'est que parfois, les biais cognitifs, c'est des erreurs de raisonnement qu'on a dans notre cerveau qui fonctionnent, mais qui peuvent avoir été entraînées parce qu'on les a répétées souvent et effectivement sont devenus comme des sentiers. Et donc, c'est à ce moment-là que peut-être qu'on peut amalgamer ensemble vraiment biais cognitifs et automatisation des tâches. Ah oui, on peut écrire de cette façon-là, mais il y a même un outil texte. Hein? Vous pouvez écrire sur le texte et donc défricher la forêt, oui, tout à fait. Alors, tracer des nouveaux sentiers, oui. L'outil d'annotation, Benoît, c'est dans les… si tu vois à côté de la bande verte, tu vas voir, il y a un outil option. Tu vas voir, il y a outil d'annotation. Ça va te faire apparaître une barre qui va te permettre d'écrire dans le diaporama directement ou encore de dessiner comme certains ont fait en écrivant défricher. Alors, tracer le même sentier nous rend plus efficaces. Oui, tout à fait. On a tendance à reprendre les sentiers déjà connus et automatiques, absolument. Ne pas aller toujours dans les mêmes sentiers. Ah oui, hein, parce que si on va toujours dans les mêmes sentiers, bien, le risque, bien, c'est qu'on pourrait utiliser un sentier qui est inadéquat dans une nouvelle situation. Alors donc, parfois, il faut savoir de faire preuve d'inhibition. Le sentier difficile, on les prend rarement. C'est-à-dire que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment ça se donner des défis et qui aiment ça prendre des sentiers. Alors, on ne peut pas généraliser que tout le monde, les sentiers difficiles, on ne les prend pas. Mais disons qu'on peut dire que notre cerveau, lui, il a le goût d'aller prendre des sentiers faciles. On pourrait dire ça comme ça. Hein? Le cerveau fait des choix, fait ses choix. Oui, en fait, le cerveau, il agit sur nous, mais c'est nous qui faisons les choix en bout de ligne, pour vrai. Mais c'est vrai que ça agit sur notre fonctionnement. Donc, s'entraîner à résister aux automatismes, oui, mais il faut s'entraîner à résister aux automatismes quand l'automatisme est inadéquat. Donc, ça veut dire se poser des questions. S'entraîner à résister, c'est s'habituer à se poser les questions. Est-ce que ma tâche, est-ce que mon automatisme est le bon en ce moment? Mais combiner efficacement les deux, c'est ça qui est le défi du fonctionnement du cerveau. Parce que l'automatisme, ça a l'avantage d'être rapide, efficace, performant, mais parfois, ça peut nous jouer des tours. C'est donc trouver l'équilibre, ce n'est pas si simple. Hein? Rechercher recherche du sentiment de sécurité. Oui, il y a tout à fait des liens. Je vais parler de la dimension affective tout à l'heure. Là, UCV2, là, je ne sais pas c'est qui, mais tu peux te renommer pour que je puisse savoir qui tu es. Donc, tout à fait, il y a un lien entre l'affectif et le rationnel. Notre fonctionnement de cerveau, le cerveau, ce n'est pas juste du rationnel. Le sentiment de sécurité tellement, et pourtant, ça nous mène parfois à passer à côté d'autres réponses absolument, Marjorie. Le cerveau est réfractaire au changement. En fait, je ne sais pas si on peut dire que le cerveau est réfractaire au changement, mais disons que le cerveau peut nous jouer des tours quand on est dans des situations de changement. Donc, c'est normal de vivre toutes sortes d'émotions en ce moment, car je passe dans des sentiers pas encore défrichés. Absolument. C'est tout à fait normal que ça nous fasse vivre des émotions parce que le fonctionnement du cerveau, les automatismes sont aussi liés à notre dimension affective. Donc, c'est vrai que ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions en haut, en dents de scie, comme on le nommait tout à l'heure. Les chemins très utilisés sont difficiles à éviter, même s'ils sont inadéquats. Ces chemins deviennent parfois des autoroutes, oui, absolument. Les nouveaux sentiers mieux adaptés devront être réutilisés afin de devenir plus automatiques. Absolument. En ce moment, collectivement, nous avons besoin de tracer ensemble de nouveaux sentiers. Hein? Parce qu'on est, tout le monde, sur la planète au complet, face à des situations complètement inédites, de changements radicaux, et donc qui nous amènent à nous positionner, à nous resituer autrement. Je vous parlais des concepts théoriques. Le deuxième, c'est celui sur la dimension affective. Vous allez voir, il y a des liens avec le fonctionnement du cerveau parce que souvent, on a tendance à dire que le rationnel, c'est dans le cerveau et que l'affectif, c'est dans le cœur. Mais on sait aujourd'hui que la recherche nous démontre très bien que le rationnel et l'affectif, tous les deux, sont dans le cerveau. Allons faire une petite précision. D'abord, précisons, on connaît tout le monde ces définitions-là, c'est juste un rappel. Un rappel différence entre émotion et sentiment. Ça va nous être utile pour comprendre aussi la suite des choses. Une émotion, on se rappelle,
c'est quelque chose qui est vif, qui est subi, qui se passe rapidement puis qui ne dure pas habituellement dans le temps. Un peu comme, si on prend la comparaison avec la courbe du coronavirus, ben c'est que la courbe en pic élevé, c'est comme une émotion, ça redescend assez rapidement. Tandis qu'un sentiment, c'est un peu comme la courbe aplatie, ça monte lentement, mais ça dure longtemps avant de s'atténuer. Parce qu'une émotion, c'est plus provoqué par une situation nouvelle, vive, qui va nous faire une réaction. On va réagir très rapidement, alors qu'un sentiment, c'est plus basé sur des choses qu'on a répétées souvent ou des valeurs sur lesquelles on est assis. Donc, moi, j'ai le sentiment que c'est là que je dois m'en aller, ou etc. Excusez-moi. Donc, on constate qu'un sentiment, c'est plus quelque chose qui est durable, qui est peut-être parfois moins évident à reconnaître, mais qui va être tout aussi affectif qu'une émotion. C'est de l'ordre de l'affectif, mais parfois on le mélange avec d'autres choses. Allons voir un peu plus comment ça peut agir dans nos situations de relations avec les autres. Donc, composer avec l'affectif, parfois, quand on est dans une situation, on le nommait tout à l'heure, que les situations qu'on vit actuellement nous font vivre toutes sortes d'émotions. Il y a quelqu'un qui écrivait dans le clavardage que parce qu'on est en situation de changement, notre cerveau doit s'adapter. Ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions, de sentiments parfois contradictoires. Et là, on doit se mettre en équipe école, en équipe cycle, en équipe de travail pour trouver des solutions nouvelles à des situations que l'on vit. Puis là, on commence à discuter entre nous, puis on amène des idées. Puis là, tout d'un coup, moi, j'ai un collègue qui n'est pas d'accord avec moi qui amène une autre idée. Puis là, tout d'un coup, je dis, mais écoute, il ne m'a pas compris. Alors, je répète mon idée. Alors, mon collègue répète son idée aussi. Et tout d'un coup, comme ça, on se parle, puis on a l'impression d'avoir un dialogue de sourds, que personne n'entend personne. Puis de se dire tous les deux, coudonc, il ne me comprend pas. Coudonc, c'est moi, je ne sais pas comment il dire, on ne se comprend pas. Parce qu'en fait, on discute de rationnel parce qu'en éducation, on est vraiment bon là-dedans, le rationnel. Là, on connaît ça, le rationnel, l'apprentissage, les connaissances, on est bon. Alors, on est toujours bon pour trouver des bons arguments. Mais en fait, ce qui fait qu'on est en dialogue de sourds, souvent, ce sont des éléments affectifs. Ce sont des sentiments et des émotions qui sont en arrière-plan et qui empêchent qu'on soit capable de faire un réel dialogue, qu'on soit vraiment capable de parler de rationnel. Alors, on parle d'arguments, de rationnel, mais en fait, ce qui pose problème, ce sont des sentiments et des émotions qui sont en arrière-plan, qui sont là, mais que l'on ignore, soit volontairement ou involontairement, mais on fait comme s'ils n'existaient pas, on n'en parle pas, on ne fait rien avec. Puis en fait, ce qu'ils ont comme effet, c'est qu'ils viennent brouiller les cartes et empêchent réellement d'avoir un vrai rationnel qui s'exprime. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ces situations-là, qu'il y a de l'affectif qui est très présent, mais qu'on ne le gère pas? Bien, ça se gère des émotions et des sentiments, ça se travaille, ce n'est pas magique. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Ça a été nommé de différentes façons. Moi, je vous montre comment moi je le nomme, mais c'est quand même appuyé par beaucoup de chercheurs en psychologie, par exemple. Je vais vous parler de Tina Montreuil tout à l'heure. Alors, première étape, nommer les sentiments et les émotions qui sont là. C'est normal qu'il y ait ça se peut qu'on soit craintif, qu'on soit dépassé par la situation. Ça se peut aussi qu'on se sente en confiance, qu'on se sente pressé, qu'on veut agir. Même nous, on peut vivre, je le disais tout à l'heure, ces mêmes sentiments ou ces mêmes émotions-là dans la même journée ou dans la même semaine. Donc, on peut être en ambivalence nous-mêmes dans ces situations-là au niveau de nos sentiments et de nos émotions. Mais avec nos collègues, c'est pareil. Ça se peut que dans une situation, moi, j'ai le goût de faire telle affaire, je veux me mettre à l'action, mais là, mon collègue, il y a des arguments pour ne pas se mettre à l'action, mais en fait, ce n'est pas parce qu'il est d'accord ou pas d'accord, c'est parce qu'il y a des éléments, son cerveau, il fait vivre des émotions de peur, de crainte, d'autres. Être capable d'arriver à nommer, là, c'est facile de dire nommer, mais ce n'est pas simple à faire. Parce qu'il faut mettre des stratégies qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir nommer, permettre à l'autre de nommer ce qu'il ressent, ce qu'il vit, mais aussi être capable pour moi-même de nommer ce que je ressens et ce que je vis. Parce que si moi, je ne suis pas conscient des émotions ou des sentiments que je ressens, bien, ça se peut que je les projette sur mes collègues sans m'en rendre compte. Alors, ça se peut que ça vienne brouiller le dialogue, l'échange avec mes collègues parce que je n'ai pas pris le temps, moi, de prendre conscience, de nommer ces émotions-là, ces sentiments que j'ai. Et si je ne le fais pas, mais ça risque de venir brouiller les cartes. Nommer, c'est beau, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. L'autre étape, c'est aussi de faire ce que moi j'appelle reconnaître. Il y en a qui appellent ça autrement. Là, par exemple, il y en a qui, Tina Montreuil appelle ça, elle, normaliser les sentiments et les émotions. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire faire en sorte de dire que
C'est normal de ressentir ces émotions-là ces temps-ci. Il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure quand on parlait du fonctionnement du cerveau. C'est normal en ce moment, dans une situation de changement brusque, total pour tout le monde, partout à travers la planète. On est complètement déstabilisé. C'est tout à fait normal qu'on puisse à la fois une journée ou dans la même journée vivre des émotions très fortes, positives et négatives et qu'on ne se sente pas bien, ça nous déstabilise. Donc, juste de faire ce que j'ai fait dans le fond avec vous en tout début, quand je vous ai présenté des photos et que je nommais des sentiments, des émotions qu'on peut ressentir devant ces situations-là, mais de dire que c'est normal, de reconnaître, de rendre légitime, dans le fond, les sentiments, les émotions que l'on vit, que l'on ressent. C'est important. Ça permet de pouvoir passer à d'autres niveaux après, le fait de reconnaître. Ça veut dire démontrer de l'empathie réelle, démontrer être vraiment dans la reconnaissance que ce que l'autre vit, c'est légitime. Pas dire que ses arguments il a raison ou pas. Ce n'est pas de l'ordre des arguments, c'est de l'ordre de ce que l'on ressent. De faire en sorte que ce soit reconnu que c'est normal de ressentir des choses comme celle-là. Une fois qu'on les reconnaît, ce qu'on peut faire, on est capable ensuite peut-être de pouvoir les prendre en compte. Encore là, c'est facile de dire nommer, reconnaître, prendre en compte. Ce n'est pas facile à faire. Prendre en compte, ça veut aussi dire de s'intéresser à quelle est la cause de ces sentiments, de ces émotions-là. C'est quoi les besoins qui sont sous-jacents? C'est quoi les défis ou les difficultés qui ont amené ces éléments de sentiments ou d'émotions ou ces besoins qu'on a? Moi, je me sens pressé, je sens le besoin d'agir, j'ai besoin de passer à d'autres choses. Si on nomme les défis, par exemple, qu'on rencontre, bien, on peut peut-être demander, y a-t-il d'autres qui ont rencontré ce défi-là? Mutualiser nos solutions. Quelles ont été vos solutions, par exemple, pour répondre à cette situation-là? Et si on arrive à faire ça, à mettre en commun nos solutions pour relever les défis, les besoins, les difficultés qui sont liés à nos émotions, bien, ça va nous aider à mieux gérer nos émotions, à être capable d'être en contrôle et au lieu que ce soit nos émotions, nos sentiments qui viennent brouiller nos cartes, qui viennent nous prendre le contrôle de nos échanges avec les autres, mais c'est le fait que nous, on prenne le contrôle en étant capable de les nommer, de les reconnaître et de les prendre en compte. Et si on arrive à faire ça, il y a des bonnes chances qu'on soit capable de ramener le rationnel au premier niveau et qu'on va entrer dans un réel dialogue, ça ne se tournera pas en rond, parce que là, on va comprendre ce qui est sous-jacent à l'argument de l'autre et on va être capable de tenir compte et de trouver des solutions pour répondre à ça, pour pouvoir passer à d'autres solutions puis se mettre ensemble pour relever les défis qu'on a relevés tout le monde ensemble en ce moment. Donc, deuxième élément, l'affectif, le socio-affectif. Que retenez-vous? Je vous mets encore en action. Donc, je vous invite, comme tout à l'heure, à utiliser les outils d'annotation et à venir écrire dans le tableau votre réponse à ma question, que retenez-vous? Ou encore à écrire votre réponse dans le clavardage. Donc, merci de prendre le temps de répondre à ça. Que retenez-vous de cette deuxième partie sur la dimension socio-affective qui sont agissantes? Quand on est en situation de changement, comme actuellement tout le monde sur la planète on est en grande situation de changement. Je vous demande donc de nous dire, par rapport à la dimension socio-affective, que retenez-vous de la situation? Vous pouvez utiliser l'outil texte dans les outils d'annotation. C'est plus facile d'écrire un texte quand on écrit avec le texte. Si vous voulez l'écrire à la main, je n'ai pas de problème. On va vous lire aussi. Mais pour vous, ça peut peut-être être plus facile d'écrire avec l'outil clavier, l'outil texte. Donc, créer des liens avec nos élèves, tout à fait. Les sentiments et les émotions peuvent brouiller les échanges, absolument. Vous faites bien de nommer les élèves parce que j'en ai pas parlé beaucoup, j'ai parlé des collègues, tout ça, mais c'est vrai aussi avec nos élèves, nos apprenants. Si on ne tient pas compte de leurs sentiments, de leurs émotions actuellement, comment voulez-vous qu'ils se mettent en action, qu'ils se mettent en apprentissage? On a besoin de tenir compte de leurs sentiments, de leurs émotions. Les émotions et les sentiments peuvent brouiller les échanges, c'est important de prendre soin. Faire preuve de bienveillance, de la bienveillance, ça veut dire d'être réellement empathique à ce que vivent les autres, à ce que ressentent les autres. Hein. L'importance du lien, tout à fait, c'est important d'être capable d'avoir un lien avec nos collègues. De l'empathie, oui, tout à fait. Reconnaître l'émotion avant d'agir, oui, très intéressant. Avoir une attitude bienveillante, absolument. L'attitude bienveillante, ça aide à passer à une autre étape ensuite. Donc, d'abord, s'assurer que les élèves soient affectivement disponibles. Tout à fait, absolument. Si on sait que nos élèves sont affectivement disponibles, bien, il y a plus de chances qu'eux se livrent ou se prêtent à l'exercice de l'apprentissage. Donc, merci. C'est important d'accepter nos émotions et celles des autres pour accéder ensuite au rationnel. Tout à fait. Hein?
soi-même, reconnaître ses propres sentiments, ses propres émotions, parfois c'est plus difficile que de les reconnaître chez les autres. Hein? Donc, c'est un exercice d'introspection un peu aussi parfois, d'être capable de reconnaître ça chez soi. Avec les élèves, je dois prendre le temps de nommer les émotions, de les reconnaître et de prendre en compte avant d'entamer des apprentissages. Absolument. C'est vrai avec des adultes, à forte raison, c'est aussi vrai, à plus forte raison avec les élèves. Hein? Absolument. Tout à fait. En fait, ce que je vous présente, ça, il découle de 2 articles que j'ai publiés, un à la mi-mars et un il y a environ 3 semaines. Éducation de l'urgent à l'important, apprendre à distance, 9 principes pour inspirer les actions en éducation. C'est principalement de cet article-là dont je vais vous parler. Marjorie va vous donner les liens, là, vous les voyez apparaître à l'écran, mais Marjorie va vous les redonner dans le clavardage, inquiétez-vous pas. Même si je passe à l'étape suivante, vous n'allez rien perdre. Donc, aujourd'hui, je vous parle de mes 9 principes. Avant de vous afficher les principes, je veux juste vous dire que les 9 principes, j'ai essayé de les imaginer à la manière de la pyramide de Maslow. En éducation, on connaît bien la pyramide de Maslow. Hein? Les besoins, on ne peut pas répondre aux besoins dans le haut de la pyramide si on n'a pas d'abord répondu aux besoins dans le bas de la pyramide. On ne peut pas permettre à un élève de faire des apprentissages complexes s'il n'a rien à manger, s'il n'a pas répondu à ses besoins de base, s'il ne se sent pas en sécurité. Bien, je ne dis pas que c'est de ça que je vous parle nécessairement, même s'il y a des liens à faire, mais l'idée, c'est que j'ai essayé de mettre des principes. Les principes qui sont à la base, c'est comme si c'est des principes qu'il faut toujours répondre, puis on ne peut pas répondre aux autres principes si on n'a pas répondu à ceux de la base. Alors, commençons avec le premier principe. Premier principe, tout plein de recherches en éducation, notamment une par la chaire de recherche de l'UNESCO en développement circulaire, hein, qui est à l'UQAM, une chaire de recherche qui s'intéresse, entre autres, aux conditions d'apprentissage dans des situations catastrophiques, par exemple de guerre, de cataclysme. Ils ont fait beaucoup de recherches sur ça. Puis parmi les choses ils essaient de voir, eux, qu'est-ce qui fait que dans ces situations-là, quels sont les facteurs qui vont permettre qu'il y ait de l'apprentissage quand même, ou quels sont les impacts, si vous voulez, de la recherche, d'un arrêt scolaire pendant une longue période de temps. Eh bien, plusieurs autres recherches aussi ont démontré que avoir une relation de confiance avec nos élèves, c'est primordial. C'est un des facteurs les plus importants pour être capable de faire des apprentissages, particulièrement pour nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle le fameux effet enseignante ou enseignant. Cet effet-là, hein, c'est l'effet qui fait que, par exemple, j'ai tellement confiance en mon enseignant, je me sens tellement en confiance avec cette personne-là que je vais être capable de m'engager dans des apprentissages, je vais être capable de réaliser des choses que peut-être même moi, je ne croyais pas possibles. Donc, être en contact avec vos élèves, toutes les personnes qui ont fait ça dans les mois précédents, là, dans les dernières semaines, des fois, dans les médias, il y a des gens qui disaient « Ah, ben ça va faire de juste parler à vos élèves, là, c'est beau, là, jaser, mais il faut faire de l'apprentissage. » Bien, dites-vous que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous avez pris le temps de communiquer avec vos élèves à quelques reprises, bien, vous avez maintenu une relation avec eux et c'est fondamental. Le jour où ils reviennent en classe, où vous commencez la formation à distance, bien, ça va être déterminant sur leur capacité à s'engager dans l'apprentissage et à réaliser des vrais apprentissages si vous avez été capable de maintenir leur relation. Autrement, bien, vous allez peut-être être obligé de la recréer à nouveau un peu parce que vous allez avoir eu une perte de relation un peu pendant ce temps-là. Donc, très important. Ça permet également, quand on est en contact avec nos élèves, de dresser le portrait de la situation, de dresser leur portrait de leur disponibilité à l'apprentissage, qu'ils soient à distance ou qu'ils soient de retour à l'école à 2 mètres. C'est important de se soucier de cette relation-là. Ça nous amène au deuxième principe qui va de pair très étroitement avec le premier, qui est prendre soin. Alors, si on est en relation avec nos élèves, c'est important, mais on a besoin aussi de leur montrer qu'on prend soin d'eux, qu'on est à leur écoute, qu'on fait preuve d'empathie, qu'on normalise les sentiments, les émotions. On l'a vu tout à l'heure, hein, je vous parlais des sentiments, des émotions. Tout le monde, vos élèves en premier, vivent des émotions fortes, que ce soit dans leur retour à l'école, en classe, dans un contexte tout nouveau, ils ne sont peut-être pas avec leurs amis, peut-être pas avec leurs enseignants habituels, peut-être dans des conditions, beaucoup de contraintes, d'arrêt, ils doivent faire plein d'inhibitions, il faut qu'ils arrêtent de se lancer dans les bras de leurs amis, il faut qu'ils arrêtent de prendre la balle que l'autre ami, il faut qu'ils fassent attention aux mouvements, ce qui touche, tout ça. Donc, c'est beaucoup de nouveautés et ça fait vivre toutes sortes d'émotions. Donc, d'où l'importance de faire preuve de beaucoup d'écoute, d'empathie, de normaliser les sentiments, les émotions de vos élèves, de leur faire comprendre que c'est normal qu'eux ressentent ça, et ça va les aider eux-mêmes à passer à d'autres étapes.
faut aussi tenir compte que ces émotions, ces sentiments-là peuvent évoluer dans le temps. Ce n'est pas parce que on en a parlé le premier jour de retour en classe ou la première fois qu'on fait une visio avec nos élèves que c'est réglé. Ça va être à reprendre à chaque fois qu'on va voir nos élèves parce que ces éléments-là reviennent, ils changent, évoluent. Nous-mêmes, on le sait, hein, les nouveautés changent à tous les jours. Ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Donc, c'est à renouveler chaque fois. Donc, deux premiers, maintenir la relation, prendre soin, ça va de pair, hein, évidemment, ces deux éléments-là. Troisième niveau, bien, si on prend compte de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on vit, puis qu'on tient compte de tout ce qu'on vit, bien, peut-être qu'il faut ajuster nos attentes en fonction de ça. Ajuster les attentes, ça peut vouloir dire, pas nécessairement toujours de baisser les attentes, mais souvent, ça veut dire baisser les attentes. Parce que les attentes, c'est beau, là. On voudrait faire du rattrapage, rattraper tout ce qu'on a perdu dans les 2 derniers mois, mais pour vrai, là, ce ne sera pas possible de tout rattraper. Donc, il va falloir faire des choix et donc baisser nos attentes, autant envers les élèves, les parents qui soutiennent les élèves à la maison, même s'ils sont en apprentissage à distance ou à l'école, à 2 classes. Donc, être très indulgent envers nos élèves, nos parents, même si on peut leur proposer des défis, il faut rester indulgent, mais aussi envers soi-même. Hein? En éducation, souvent, on est très exigeant envers nous-mêmes parce qu'on est très engagé, on adore nos élèves, on est passionné de ce qu'on fait. On veut donc que nos élèves réussissent. Alors, on se met beaucoup de pression sur les épaules. C'est important de baisser cette pression-là, de se dire qu'on va faire le mieux qu'on peut, on va faire vraiment notre meilleur, on va se former, on va s'outiller, puis vous êtes très engagé. Regardez, vous êtes ici cet après-midi, bravo, félicitations. Mais aussi, vous pouvez aussi vous donner des temps d'arrêt, vous pouvez baisser vos attentes pour être capable de maintenir vos efforts pendant un certain temps. Et on sait que ça pourrait se poursuivre à l'automne, des situations complètement inédites. Donc, il faut être capable de tenir compte de nos besoins. C'est très important aussi d'être à l'écoute de soi-même. Donc, troisième principe, ajuster les attentes. Quatrième principe, mais si on a ajusté, on a baissé un peu les attentes, mais si on veut que les élèves réussissent quand même des défis grands, et ça va rester quand même des grands défis, bien, c'est important de donner confiance à nos élèves. Hein, c'est ce qu'on appelle en recherche beaucoup, là, des travaux notamment de Thérèse Bouffard, le sentiment d'efficacité personnelle. Ce concept vient d'un Américain, hein, Bandura, et puis Bandura, lui, ce qu'il dit, c'est que, dans le fond, le concept n'est pas très complexe. Hein. Si je crois que tu es capable d'apprendre, tu vas apprendre. C'est ça hein, qu'il dit, en gros, le principe. Et ça a été démontré par plein de recherches là, où on a mis en contexte, parce que l'enseignant croyait que l'élève était capable de réussir, bien, l'élève réussissait. Et là, ça a l'air tout simple, mais ça fonctionne vraiment pour vrai. Mais ce n'est pas si simple, en fait, hein, parce qu'on a besoin, pour être capable de trouver, d'engager nos élèves, leur donner confiance, puis être capable qu'ils développent ce sentiment d'efficacité personnelle, d'être capable de leur faire vivre des réussites. Puis ça, on a d'autres chercheurs, par exemple Vygotsky, ça fait plus de 100 ans, qui nous a amené le concept, hein, qu'on connaît pratiquement tout le monde, le concept de défi juste, donc la zone, ce qu'on appelle aussi la zone proximale de développement, hein, de trouver le défi juste, assez, mais pas trop grand. Donc, qui va permettre d'engager nos apprenants, mais qui ne va pas être trop grand pour les décourager, mais qui va leur donner un défi pour qu'ils aient le goût de relever ce défi-là. Donc, dans le fond, c'est vraiment, vraiment déterminant de croire en nos élèves. Moi, je trouve ça vraiment triste quand j'entends des enseignants qui disent de leurs élèves « Ah, il n'y a rien à faire avec lui ». Ça, c'est pour moi la plus grande tristesse. Je vous en prie, croyez en vos élèves. Vous ne savez pas à quel point parfois vous pouvez faire la différence dans la vie de vos élèves si vous faites juste leur dire que vous croyez qu'ils sont capables de réussir. Donc, croire en eux. Si vous êtes gestionnaire d'un établissement scolaire, croire en votre équipe école, leur dire qu'ils sont capables de réussir, qu'ils vont relever le défi, c'est important. Bien sûr, il faut tenir compte des défis, leur donner des défis assez, les soutenir adéquatement, être là pour eux, mais aussi croire en eux, c'est vraiment important. Ça change la donne. Ça vous aide à relever des défis qu'on croyait impossibles, de croire en soi, de croire en l'autre. C'est vraiment très important. Donc, maintenir la relation, prendre soin, ajuster les attentes, donner confiance, les 4 piliers, les 4 bases des principes que je vous propose. Ça nous amène au 5e principe, qui est peut-être le plus gros, le plus complexe à saisir bien, mais qui est aussi très, très important, cibler des actions, cibler les actions. Hein, on l'a dit tout à l'heure, il va falloir faire des choix. Ce n'est pas si simple. On est dans une nouvelle situation. On a de nouveaux choix à faire. Comment on peut guider nos choix des actions qu'on a à mener? Bien, moi, je me suis inspiré du modèle de la réponse à l'intervention.
Beaucoup d'écoles partout à travers le Québec se sont engagées dans des processus de réponse à l'intervention pour mettre en place des processus. Et donc, c'est peut-être pas nouveau pour plusieurs d'entre vous, ce concept-là de réponse à l'intervention. Un petit rappel, juste pour vous dire, puis Marjorie vous donne un lien d'un article qui a été publié par le RIR, CETREC, sur ce concept-là de la réponse à l'intervention, si vous voulez en savoir un peu plus. Dans le fond, en gros, ce que ça dit, c'est que si vous regardez la pyramide en haut à gauche, là, vous voyez 80% de nos élèves en classe normale, en temps normal, là, si on n'est pas en pandémie, là, 80% de nos élèves, si on met en place des pratiques efficaces dans la classe, 80% de nos élèves devraient réussir sans trop de difficultés. Mais il va tout de même si on a des bonnes pratiques d'enseignement dans la classe, des bonnes pratiques d'apprentissage, il va rester tout de même un 20% d'élèves qui risquent d'avoir des difficultés un petit peu plus particulières. Dans ce 20%-là, il y a 15% de ces élèves-là, si on met en place des mesures de base, par exemple, des petites cellules en classe ou encore de la récupération, des temps de récupération avec ces élèves-là, un peu plus de soutien, mais ces élèves-là risquent de réussir quand même. Il va rester tout de même un 5% d'élèves que si on va avoir besoin de mesures plus intensives, de rééducation, d'actions plus ciblées encore, de moyens technologiques pour aider nos élèves à réussir. Et normalement, si on met tout ça en place, même nos élèves qui sont dans le 5% devraient se retrouver en réussite à l'école. Alors moi, j'ai décidé de sortir des sentiers. On a nos sentiers tracés. La RAI, c'est peut-être un sentier assez bien tracé. Je me suis inspiré de ça pour essayer d'imaginer, dans le contexte actuel, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Bon, l'article, je l'ai écrit, c'est avant qu'on parle de déconfinement. Donc, je vais faire le parallèle avec la situation de retour en classe à 2 mètres, mais disons qu'il a été pensé pour la formation à distance dans le contexte actuel. Alors, ce que j'ai essayé d'imaginer, j'ai séparé la pyramide en 2 côtés. Un sur les conditions d'apprentissage. Alors, prenons la situation d'apprentissage à la maison. J'ai décidé de regarder 3 facteurs qui pouvaient nous aider à déterminer où pouvaient se situer nos élèves quand ils sont à la maison. Et ça, avec de simples questions à la maison, vous serez capable de dresser le portrait de la situation des conditions d'apprentissage de vos élèves à la maison. D'abord, le facteur de l'accès à des technologies récentes ou une connexion de bonne qualité. Bon, je commence par le bas de la pyramide, là. Alors, est-ce que nos élèves à la maison ont accès à de la technologie? Bon, on a une recherche du CIFRIO, par exemple, au Québec, qui a dressé une enquête, qui a dressé le portrait, qui disait que 98% des familles ont un accès à Internet à la maison. Bon, on pourrait penser que c'est plus que 80% alors, mais dans les faits, la recherche, quand on la regarde de près, bien, ce qu'on découvre, c'est quand même que ce chiffre-là, 98%, il ne nous dit pas quelle est la qualité de la connexion Internet. Donc, on a peut-être besoin, en parlant avec nos élèves à la maison, de s'intéresser à c'est quoi la qualité de la connexion, quelle vitesse de connexion ils ont à la maison. Est-ce que c'est une bonne connexion, une moyenne ou bien c'est déficient? Je vous donne un exemple. J'ai un enseignant qui me rapportait qu'un de ses parents, la seule technologie qu'il avait à la maison, c'était un téléphone cellulaire avec une connexion Internet de cellulaire. Donc, ça m'amène au deuxième critère. Un autre élément de la connexion, c'est est-ce qu'on a en quantité suffisante des technologies? Parce que la même enquête nous disait que dans chaque famille, les jeunes ont accès à une technologie pour se connecter à Internet. Mais ça ne nous dit pas nécessairement il y en a combien par personne. Alors, dans la famille dont je vous parle, une mère avait un téléphone cellulaire connecté à ses données cellulaires. C'est la seule technologie pour se connecter. Elle a 3 enfants. Donc, on voit tout de suite que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette situation. Il y a beaucoup de gens aussi dans les régions éloignées. On parlait de la Côte-Nord tout à l'heure. Bien, il y a des gens qui me disent, bien, quand on s'éloigne des grands centres, c'est pas long que les gens n'ont pas ni de cellulaire, ni de données, ni d'Internet de haute vitesse. Au mieux, il va y avoir une connexion satellite qui va être de moyenne qualité. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas une connexion Internet de bonne qualité. Donc, premier élément à considérer. Aussi, est-ce qu'à la maison, nos élèves ont la possibilité de s'isoler dans un endroit où ils vont pouvoir être dans le calme, la concentration? Est-ce qu'ils sont capables de choisir un endroit approprié à leurs conditions? Et enfin, est-ce qu'ils ont le soutien d'un adulte qui est disponible ou bien est-ce que leurs parents sont en télétravail ou bien s'ils sont juste tout simplement pas là? Donc, quel est leur soutien à la maison pour être capable de faire leurs apprentissages? Donc, si on met ces facteurs-là, bien, les chiffres qu'on a là sont approximatifs. On ne sait pas, c'est-tu 80, 15, 5 encore une fois, ou bien on a des chiffres différents. Mais ça, c'est vous, en faisant des appels à la maison, vous seriez peut-être capable de dresser ce portrait-là de la situation à la maison. Quelle est-elle pour vos élèves?
L'autre élément, c'est les difficultés d'apprentissage. Et les difficultés d'apprentissage, ça, c'est plus proche du modèle de la RAI. Hein. En fait, on connaît souvent ces données-là parce que nos élèves, on les connaît. Alors, par exemple, on peut se demander, est-ce que nos élèves ont des difficultés particulières ou pas? Ceux qui n'ont pas de difficultés, en général, dans la situation actuelle, devraient, en général, pas avoir trop de difficultés à s'adapter. Est-ce qu'ils ont un soutien familial? Il y en a peut-être qui n'ont pas beaucoup de soutien familial, mais ils n'en auront pas besoin tant que ça parce qu'eux, même avec peu de soutien, ils arrivent à se débrouiller et à s'organiser. Donc, leur risque de perte d'apprentissage risque d'être moins élevé pour nos élèves qui sont dans la catégorie 1, notre 80% habituel. On a, dans notre 20% au-dessus, c'est sûr qu'on a des élèves là, dans le 15% du palier 2 qui, eux autres, risquent d'avoir un peu plus de souffrir de la situation si on à la maison, qui risquent d'avoir besoin d'un peu plus de soutien et qui risquent d'avoir des pertes plus importantes. Évidemment, notre 5% habituel, dans la situation actuelle, risque d'en souffrir gravement. Ça peut affecter grandement sa capacité à faire des apprentissages. Ce qui est intéressant, c'est si on combine ces deux tableaux-là, ces deux entrées-là ensemble. Si on met d'un côté les conditions d'apprentissage et de l'autre côté, dans le haut du tableau, les difficultés d'apprentissage, mais là, on va peut-être se retrouver avec des nouveaux chiffres qui vont être différents. Excusez-moi. Donc, ça serait quoi ces difficultés-là? Ça se peut qu'un élève qui, en classe, habituellement, n'a pas trop de difficultés, se trouve dans le contexte actuel parce qu'il n'y a pas des conditions d'apprentissage adéquates ou parce que même il n'y en a pas des bonnes conditions du tout à la maison. Mais l'élève qui habituellement sera en bonne réussite, mais là, se retrouve en difficulté plus particulière. Et imaginez, si l'élève avait déjà des difficultés d'apprentissage, mais qu'en plus, à la maison, ses conditions se détériorent, peut-être que cet élève-là va se retrouver en grande, grande difficulté. Et donc, ça peut nous aider à cibler nos actions, c'est-à-dire à se demander à qui on va offrir quel service, quels intervenants vont intervenir auprès de quels élèves, de quelle manière, comment on va offrir des services pour essayer de tenir en compte le plus possible de nos élèves qui sont dans la zone rouge et dans la zone jaune. Parce qu'actuellement, peut-être qu'ils sont mêlés à tout le reste puis on ne fait rien de spécifique pour eux autres. Si c'est le cas, mais ça se peut que ces élèves-là en aient des conséquences importantes à court, moyen, même long terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, là, l'idée, ce n'est pas de faire la morale si vous avez bien fait ou pas bien fait. L'idée, c'est de se poser la question, à partir de ces données-là, en équipe, si on tient compte de ces facteurs-là, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour atténuer le plus possible nos élèves qui seraient dans la zone rouge, donc qui auraient plus de risques de se retrouver avec des pertes importantes suite à l'arrêt scolaire ou au retour partiel en classe ou à 2 mètres dans des conditions pas idéales. Donc, cibler des actions, notre 5e principe que je viens de vous expliquer. On va avec maintenant le 6e principe, choisir des technologies connues. Alors, choisir des technologies connues, bien sûr, ça s'appliquait surtout dans un contexte où on est en apprentissage à distance. Mais on va faire le parallèle après avec le contexte de la classe. Ce ne sera peut-être pas le terme « choisir des technologies » qu'on va regarder, mais on va faire ce parallèle-là quand même après. Je vais commencer donc par la situation d'apprentissage à distance. Si on a à entrer en contact avec nos élèves, et la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà commencé, vous avez sûrement, j'imagine, utilisé d'abord des outils que vous connaissiez. Alors, quand on veut utiliser dans une situation de changement nouvelle, complète, on veut commencer à entrer en contact à distance. Si on n'a jamais fait ça, c'est peut-être gagnant de partir avec des technologies connues. Tout le monde, on a déjà utilisé un outil qui permet d'écrire en texte ou en visio ou en téléphone avec nos amis dans différents contextes. Mais si nos élèves utilisent déjà eux aussi la même technologie que nous, pourquoi pas commencer avec cette technologie-là pour entrer dans des premiers contacts avec eux? Il est possible que les technologies qu'on connaisse, par contre, ne nous permettent pas de tout faire et qu'à un moment donné, on a besoin de s'approprier de nouvelles technologies. C'est peut-être votre cas, il y a beaucoup de commissions scolaires qui utilisent Teams ou Google Meet ou non, peut-être qu'il y en a certains qui permettent l'utilisation de Zoom, mais ce sont peut-être tous des outils que nous, on n'était pas habitués d'utiliser. Comme par exemple, Marjorie et moi, on donne quand même régulièrement des formations à distance, mais l'outil qu'on utilise le plus souvent, c'est via l'outil du ministère, que le ministère utilise. Entre nous, on utilise Whereby, qui est un outil de visioconférence qui nous permet de collaborer. Ces outils-là, on entre dans l'outil, on n'a pas besoin de se préparer, on est tout de suite en fonction, ça va vraiment bien, on connaît par cœur. Mais là, par exemple, aujourd'hui, on anime avec Zoom, moi, je n'ai pas animé si souvent, ça nous a demandé un peu plus de préparation. On a voulu se réseauter avec nos autres aussi, d'autres gens qu'on connaît qui utilisent ces outils-là. Ça
ça a permis, par exemple, dans les premières fois où on l'utilisait, je demandais à mes participants de nous aider, de nous dire comment on fait ça. Puis il y a quelqu'un qui prenait la parole, qui disait ah, ben oui, ben peut-être cette technologie-là, ben moi, regarde, pour te renommer, tu vas sur le 3 petits points. Ben, il y en a qui ont été capables de se renommer, je vous ai guidé pour le faire. Mais la première fois, ben, moi, je ne savais pas comment me renommer. C'est un participant qui a pris la parole et qui m'a dit ben, pour renommer, tu cliques sur les 3 petits points à côté de ton visage, de ta photo, de ta vignette, et puis tu peux renommer, ou encore dans participant, un autre chemin qui te permet d'aller renommer ton participant. Donc, j'ai appris des choses en me réseautant avec d'autres. Donc, apprendre, ça ne se fait pas facilement tout seul. Oui, on peut apprendre des choses tout seul, mais c'est plus efficace quand on le fait avec d'autres. Donc, se réseauter pour apprendre, faire appel à notre récit. Vous avez tout le monde accès au Québec au service du récit. Vous pouvez donc faire appel à votre service de votre commission scolaire ou peu importe où vous êtes. Vous avez accès au récit ou à des formateurs ou des collègues peut-être qui sont très habiles, qui sont plus habitués. Si on a à proposer ou à fournir des technologies aux élèves qui sont à la maison, on va préférer des technologies qui sont simples, efficaces et sécuritaires. Parce que si on leur envoie des technologies qui ne sont pas si simples, on ne pourra pas leur envoyer un technicien pour les déboguer à tous les jours ou à tous les 2 jours. Donc, important de leur envoyer des technologies, on en connaît, hein, les tablettes, les Chromebooks, par exemple, ce sont des outils qui habituellement fonctionnent sans trop de problèmes. Donc, ça peut peut-être être des bonnes solutions comme outils à distribuer aux élèves à la maison. Si on fait le parallèle en classe à 2 mètres, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Bien, c'est peut-être de commencer avec nos élèves avec ce qu'ils connaissent ou ce qu'on connaît habituellement. On est dans une situation toute nouvelle, mais la même chose. Si on part de ce qu'on connaît, on commence en classe avec d'abord faire des rappels. J'imagine que comme pédagogue, c'est ce que vous avez fait, hein? Revenir sur ce qu'on a vu depuis le début de l'année, utiliser des technologies ou des outils ou des choses qu'on avait déjà utilisées depuis le début de l'année, à partir de ce qu'on connaît pour pouvoir ensuite de ça trouver d'autres solutions, aller vers d'autres manières de faire. Mais se réseauter, c'est aussi important parce qu'on est tout le monde dans une situation nouvelle. Enseigner à 2 mètres de distance, peut-être qu'on a besoin de développer de nouvelles astuces, de nouvelles manières de faire. Mais si on a trouvé un nouveau truc qu'on a, bien, partagez-le avec vos amis, avec vos collègues. Faites-leur connaître que ce que vous avez essayé, ça fonctionne, c'est efficace. Ça va permettre de développer collectivement des stratégies simples, efficaces et sécuritaires. Donc, on pourrait faire ce parallèle-là. Donc, trouver des manières qui vont faire en sorte qu'on va être plus efficace dans le nouveau contexte, parce qu'au début, c'est normal, on ne sera peut-être pas tant que c'est efficace. J'ai entendu toutes sortes de choses qui nous ont été témoignées cette semaine. C'était très déstabilisant dans les classes de garder cette distance-là de 2 mètres et d'être efficace. Au fur et à mesure qu'on va développer nos astuces, ça va nous permettre de développer ces éléments-là et donc de devenir, comme dit Benoît, hein, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est exactement ça. Donc, 6e principe, choisir des technologies connues ou partir de ce qu'on connaît en classe quand on est dans une nouvelle situation. Allons maintenant avec le 7e principe, prendre en compte des considérations éthiques. Qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte des considérations éthiques? D'abord, distinction importante à faire entre l'éthique et la morale. Hein? Très, très important parce que ce n'est pas la même chose. Puis parfois, on confond les deux. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la réflexion éthique, réfléchir de manière éthique ou faire la morale, c'est complètement différent. Alors, il y a bien des éthiciens qui vont vous dire bien, le mot éthique et morale, en fait, ont la même signification. Si vous allez chercher l'étymologie des 2 mots, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Mais dans la pratique, surtout au Québec particulièrement, bien, la réflexion éthique puis faire la morale, c'est complètement différent. Mais je sais, en éducation, vous adorez ça quand on vous fait la morale. Hein? Tout le monde en éducation, alors, se faire dire quoi faire, comment le faire, par où commencer. Hein? Vous adorez ça, tout le monde, n'est-ce pas? Hein? Non, non, non. Personne n'aime se faire la morale. Personne. Je connais personne, moi. Si vous aimez ça, vous me le direz. Là, ben, on pourra envoyer plein de gens qui aiment ça faire la morale aux autres. On leur dira d'aller vous voir. Non, personne n'aime se faire la morale. Et c'est là que c'est une grande différence parce que faire la morale, c'est dire aux autres quoi faire, comment le faire. Tandis que faire de la réflexion éthique, c'est de mettre en lumière les enjeux qui sont en cause et ensemble chercher des solutions à ces situations-là. Pour arriver à faire ça, bien, on a besoin de s'intéresser au point de vue des différentes personnes dans une situation qui pose problème éthique. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire réfléchir et faire réfléchir parce que ça, quand on fait la morale, souvent, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Puis là, on dit aux autres de ne pas faire telle chose parce qu'on a peur qu'arrive cette chose-là. Donc, faire de la réflexion éthique, ce n'est pas transmettre ses peurs. Je vous donne un exemple très concret. Il y a un enseignant qui rapportait que, ben moi, je veux interdire la capture d'écran pendant les visioconférences.
Puis là, je dis, ah oui, comment ça? Bien, parce que si je ne veux pas, moi, qu'un élève qui fait une capture d'écran pendant que je suis en train de donner, puis je lisais même ça encore ce matin sur Facebook, quelqu'un qui disait, bien, si on fait une capture d'écran d'une visio, puis un élève utilise un outil de capture vidéo, ou encore filme avec son téléphone la visio qu'on est en train de faire, qui va mettre ça sur TikTok, qui fait une boucle drôle qui fait rire, puis moi, je ne veux pas devenir une vedette instantanée de TikTok qui fait rire tout le monde. Ce n'est pas ça mon but. Alors, je ne veux pas que vous fassiez de capture d'écran. Ah, si l'enseignante ou l'enseignant dit ça à ses élèves, qu'est-ce qui va arriver? Pour tous les élèves qui n'avaient pas l'idée de faire un TikTok avec ça, ils vont avoir le goût de le faire et ils vont se garrocher. Il y a beaucoup plus de chances, en fait, qu'ils aient le goût de commencer à faire un TikTok. Alors, transmettre ses craintes, ça risque de faire exactement le contraire de ce qu'on veut, c'est-à-dire empêcher quelque chose. Alors, te faire réfléchir, par exemple, ça pourrait être de dire, alors, on va utiliser un outil de visio tout le monde ensemble. Alors, dites-moi, quels sont les risques à utiliser un outil comme celui-là? Là, vous demandez à vos élèves de nommer tous les risques qui sont possibles. Eux vont en nommer toutes sortes de risques, mais vous n'allez pas, à ce moment-là, transmettre vos craintes. Vous allez partir de faits, de situations qu'eux vont nommer. Et là, ensuite, une fois qu'on a nommé, OK, c'est quoi qu'on peut gagner aussi à faire de la visio? Qu'est-ce que ça va vous faire comme bénéfice qu'on fasse de la visio ensemble plutôt que juste vous envoyer des travaux à faire puis vous dire, bien, remettez-moi vos travaux. C'est quoi que ça fait comme différence? On utilise un outil de visioconférence. Et là, les élèves vont pouvoir nommer tous les avantages que ça donne, etc., etc. Ensuite de ça, vous demandez à vos élèves de proposer des règles qui vont permettre d'empêcher les effets négatifs, qui vont permettre de réaliser les effets positifs. Et donc, par exemple, que la capture d'écran n'est pas un problème en soi, parce qu'au contraire, c'est un outil extraordinaire d'apprentissage. Si je suis en train d'expliquer quelque chose et que l'élève prend en capture d'écran ce que je viens de faire, ou encore je suis en train de faire une explication, il filme ce que je suis en train d'expliquer, il va pouvoir réécouter l'explication en boucle dans son cerveau et tracer un sentier qui va être très efficace. Donc, on fait le lien avec le cerveau, hein? Donc, être capable de tracer ses sentiers, donc, il va pouvoir le réécouter en boucle. Ça va être très utile pour lui pour apprendre. Mais donc, si les élèves mettent en place des règles eux-mêmes, ils vont comprendre le sens des règles, ils vont être moins avoir le goût de les transgresser parce que ça va être leurs règles. Ils vont savoir que s'ils ne respectent pas ces règles-là, bien, ça va les priver peut-être d'un outil précieux d'apprentissage. Donc, ils auront moins le goût de transgresser ces règles-là. Donc, l'idée, c'est d'amener vos élèves à réfléchir sur des questions et plutôt que de leur transmettre vos craintes. Donc, c'est un exemple. Je donne un autre exemple d'une enseignante qui disait, bien, moi, j'ai utilisé la visio, j'ai utilisé Teams avec mes élèves. Et puis, pendant que j'utilisais Teams, mais on avait le clavardage, on utilisait les outils. Alors, j'ai laissé la salle disponible aux élèves et en dehors des cours, le soir, ils se sont mis à écrire des niaiseries, à faire de l'intimidation envers d'autres. Et puis là, ben, moi, je n'ai pas aimé ça, alors j'ai tout fermé la salle. Mais alors que peut-être qu'elle aurait pu faire la même démarche avec ses élèves. Là, on a un outil extraordinaire qui vous permet de collaborer, même en dehors des cours, de vous entraider, c'est extraordinaire. On nomme les avantages, ensuite de ça, on nomme quels sont les impacts possibles qui pourraient être négatifs, puis quelles règles on va se donner pour les utiliser, pour que ce soit adéquat, puis qu'on n'ait personne des effets négatifs, qu'on ait tout le monde des effets positifs. Alors, voyez-vous, faire de la réflexion éthique avec nos élèves, c'est ça que ça veut dire. C'est éviter de transmettre mes craintes, puis d'amener les élèves en mode de réflexion, puis à proposer eux-mêmes des solutions aux problématiques, plutôt que d'imposer mes règles. Vous allez voir, si vous faites ça avec vos élèves, là, vous allez voir, les règles vont être semblables à celles que vous auriez mises. Mais ça va être leurs règles. Alors, leur sentiment d'appartenance va être bien plus fort, leur goût de respecter ces règles-là va être beaucoup plus élevé. J'ai un exemple, j'ai une enseignante, Patricia Saint-Jacques. Patricia Saint-Jacques, c'est une enseignante à la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Elle fait ça en classe avec ses élèves. Dans son école, elle permet à ses élèves d'utiliser leur téléphone cellulaire. Okay? Donc, les élèves dans sa classe peuvent amener leur téléphone cellulaire en classe et le téléphone permet de faire des apprentissages. C'est un outil pour elle avec ses élèves-là. Dans son école, ce qu'elle rapporte, c'est que la plupart des enseignants ont des problèmes à gérer les cellulaires dans leur classe, alors qu'elle a dit, moi, j'en ai jamais de problème avec les cellulaires dans ma classe. Pourtant, les élèves les ont tous les jours dans sa classe, ils ont le droit de s'en servir. Pourquoi? Parce que Patricia, avant de les permettre dans sa classe, elle a fait de la réflexion éthique avec eux. Et l'enseignante, Patricia, ce n'est pas une enseignante d'éthique et culture religieuse, c'est une enseignante d'univers social. Mais elle a vu le potentiel extraordinaire de ces outils-là pour permettre à tous ses élèves d'avoir des technologies dans les mains pour apprendre.
Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de la réflexion éthique avec ses élèves. Elle a fait exactement ce que je vous nomme depuis tout à l'heure. Elle leur a demandé de nommer quels sont les avantages, les inconvénients de ces outils-là. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelles sont les règles qu'on se donne? Elle a mis des règles et elle a fait, puis ça fonctionne. Parfois, elle a des petits rappels à faire. Elle a juste à rappeler qu'est-ce qu'on s'était déjà dit. Les élèves le nomment, ça rentre dans l'ordre, ça fonctionne bien. Oui, bien sûr, elle a des astuces. Hein? Elle a utilisé des velcro qu'elle a fixés après ses bureaux et elle a dit aux élèves, bien, pour que vos appareils soient en sécurité, je vous demande de le mettre dans un velcro, comme ça, il ne tombera pas à terre, il n'y a pas de risque qu'il tombe, qu'il se brise. Mais c'est quoi l'avantage de ça? Bien, c'est qu'elle, quand les élèves passent, s'ils veulent utiliser leur cellulaire, bien, ça ne sera pas discret. Ça va faire un gros bruit, puis on va savoir que donc, les élèves ont voulu se servir du cellulaire. Et donc, ça permet d'avoir des petites astuces pour l'aider. Et les élèves sont très autonomes. Elle les a autonomisés. Donc, ça, c'est vraiment leur donner du pouvoir d'action, les rendre autonomes. C'est vraiment gagnant. Et elle a dit, moi, j'en ai pas de problème, alors que mes collègues qui interdisent le cellulaire dans leur classe, eux, ont des problèmes à gérer les cellulaires. Hein, voyez-vous le côté un peu parfois contradictoire de ce qu'on veut faire. On veut faire quelque chose, mais ça peut faire le contraire de ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment très important. Et ça, c'est tout aussi vrai en classe actuellement avec plein de conditions qu'on a à mettre en place. Si on met nos élèves à réfléchir sur des questions éthiques, sur le respect des consignes sanitaires, sur le respect de la santé, de la sécurité des autres, etc., bien, il y a des enseignants qui me disent, bien oui, mais moi, là, actuellement, là, je suis en urgence, il faut que je revoie plein d'apprentissages, je n'ai pas le temps de faire ça avec mes élèves. Mais si vous ne le faites pas, bien, ce temps-là que vous n'aurez pas pris pour faire ça, vous allez le perdre 4 fois en gestion de classe après, parce que ça n'aura pas été mis clair avec vos élèves, vous allez être obligé de revenir sur ça constamment. Alors, si vous prenez ce temps-là, c'est du temps que vous gagnez, parce qu'une fois que vous avez assis la réflexion éthique avec vos élèves, bien, vos élèves, ils vont être beaucoup plus autonomes, donc vous aurez beaucoup moins de gestion de classe à faire autour de ces enjeux-là. Donc, 7e élément, c'est ça, je suis rendu au 7e, 6e, 7e, prendre en compte des considérations éthiques. Allons maintenant au 8e, adapter la durée des rencontres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en visioconférence, quand on est avec des élèves, plus nos élèves sont jeunes, plus il faut que nos rencontres soient courtes. Hein? Les élèves de première, deuxième année, essayez pas de faire des visios de plus que 20 minutes. Là. En classe, on a de la difficulté à ce qu'ils restent assis à leur bureau plus que 20 minutes. Imaginez en visioconférence à distance. Donc, ça va être, il faut faire ça court. Peu d'élèves à la fois. Hein? On ne pense pas qu'avec des élèves de premier cycle du primaire ou même de deuxième cycle, on va pouvoir dépasser une dizaine d'élèves. Même ça va être trop pour des élèves de première, deuxième année. Il faut penser à 4, 5, 6 peut-être. Peu d'élèves à la fois. Parfois, on peut regrouper tout le groupe pour faire une activité plus ludique, mais en général, si on veut faire des apprentissages et faire un suivi de nos élèves, il faut que ce soit moins élevé. Au secondaire, on pourrait monter jusqu'à 15, mais si on dépasse 15, ça va être difficile de faire des suivis de nos élèves. Mais là, il y a des enseignants qui me disent, oui, mais là, moi, j'ai 320 élèves, j'en ai 240, je ne peux pas diviser mes groupes en deux, je n'aurai jamais le temps dans une semaine de voir tous mes groupes. Ah, c'est sûr que si on reste dans nos sentiers bien tracés du cerveau, puis qu'on se dit, ben moi, ma classe, j'ai 30 groupes, j'ai 20 groupes ou j'ai 12 groupes, puis j'ai 30 groupes, 30 élèves par groupe, et donc je reste dans ce modèle-là, bien, c'est sûr que vous aurez de la difficulté à trouver des solutions. Mais si vous dites, ah, ben peut-être que je peux travailler autrement, faire des rencontres plus courtes avec des moitiés de groupe ou encore travailler d'une autre façon. Je travaille avec un collègue, on travaille en équipe. Comme moi, je travaille avec Marjorie aujourd'hui qui me soutient au clavardage. Mais peut-être que je peux travailler comme ça avec un collègue qui me soutient quand on fait ça. Puis on donne des plages horaires à nos élèves. Les différents groupes peuvent venir au moment où il leur convient dans différentes plages horaires. Ou encore parce qu'on pourrait, par exemple, avoir un autre modèle où, par exemple, je suis au premier cycle du secondaire. Au lieu de suivre tous mes élèves de ma discipline, bien, j'ai un groupe de 20, 25 élèves que je suis tous les jours, un petit peu. Puis, les spécialistes me fournissent des tâches à leur donner. Et donc, par exemple, les avant-midi, on est avec notre groupe d'élèves qu'on voit tous les jours, qu'on accompagne dans toutes les disciplines. Et dans l'après-midi, bien, les spécialistes offrent des plages horaires pour des questions-réponses. Vous avez des tâches, des défis à relever. Vous avez des questions plus spécifiques que votre enseignant n'est pas capable de répondre. Bien, dans l'après-midi, par exemple, ça serait des périodes questions-réponses par les spécialistes pour les tâches qui sont à réaliser. C'est les élèves qui en ont besoin qui vont répondre. Et donc, on a des modèles différents. Donc, ça peut vouloir dire d'emprunter des nouveaux sentiers. Si on veut faire des nouvelles choses dans un nouveau contexte, bien, on ne peut pas nécessairement, si on tombe dans nos réflexes, puis on va dans nos automatismes, il est possible qu'on ne trouve pas de solution. Mais si on change notre mode de pensée, peut-être qu'on peut trouver. Donc, toujours à moduler selon l'âge, les besoins de nos élèves. On est avec des élèves en difficulté, donc très, très important.
Ces concepts-là sont aussi vrais si on retourne en classe à 2 mètres. Hein. Il faut être capable de s'adapter. Si nos élèves, par exemple, sont en classe et que les tâches, il faut qu'ils restent assis à leur bureau toute la journée, on ne peut peut-être pas leur demander des tâches qui sont trop longues. Peut-être penser, c'est pas penser en période d'1 heure, mais en période de 20 minutes. J'ai des 20 minutes à la fois ou des 15 minutes à la fois. Puis on varie les activités, on change de posture, on fait en sorte que nos élèves, on va tenir compte de cet élément-là. Par contre, ça se peut que parce que vous avez juste 15 élèves ou 12, vous ayez peut-être plus de facilité à avoir de l'attention particulière envers vos élèves parce que justement, ils sont moins nombreux. Donc, ça se peut que ça soit une situation qui est nouvelle, mais qui est peut-être facilitante à certains égards. Hein? Même s'il y a des défis nouveaux, il y a peut-être des éléments qu'on gagne dans cette situation-là. Donc, à considérer aussi, donc, ils peuvent nous aider, nous éclairer. Donc, adapter la durée, les modalités des rencontres, ça nous amène à le dernier principe, qui est faire preuve de flexibilité. Faire preuve de flexibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, c'est tenir compte de plusieurs choses qu'on a nommées depuis tout à l'heure, hein, notamment dans l'ajustement des attentes, mais aussi des choix. Premièrement, les choix. Quels choix j'offre à mes élèves? Est-ce que je leur offre des choix sur la tâche à réaliser? Est-ce que j'ai 2, 3 pour un même défi ou pour un même apprentissage? Est-ce que je peux proposer des tâches différentes ou encore des modalités pour réaliser la tâche différemment? Hein? Si c'est à distance, mais peut-être que ça peut être de dire, par exemple, je vous donne un défi, vous avez jusqu'à telle date ou tel jour pour le faire, mais vous pouvez le faire au moment qui vous convient. Au lieu de leur dire, c'est maintenant qu'on le fait, maintenant tout le monde en même temps, bien, je varie les modalités. Ou encore, par exemple, si je suis en classe, bien, peut-être que je peux permettre à mes élèves parfois d'être assis, d'autres fois debout, ou d'autres fois assis en dessous du bureau, comme on a vu au début dans la photo que je vous montrais. Ou parce que là, c'est comme je me crée mon petit environnement sécurisant et je suis tranquille, je suis isolé, je suis moins distrait par les autres. Donc, proposer des modalités variées, offrir des choix. Les défis ajustés, ça ne veut pas nécessairement dire, tantôt je donnais des tâches différentes que vous pouvez offrir à vos élèves, mais on pourrait avoir la même tâche pour tous mes élèves, mais avec des niveaux de difficulté différents. Chaque élève choisit son niveau de difficulté. On accompagne nos élèves dans le choix qu'ils font. Est-ce que c'est un vrai défi qui est juste assez, mais pas trop? Hein, tu sais, je parlais tout à l'heure de la zone proximale de développement, mais peut-être nos élèves sont souvent bons juges de ça. Ils sont souvent capables eux-mêmes de dire « Ah oui, moi, ce défi-là. » Et si vous pensez que votre élève ne se donne pas un défi assez grand, vous dites « Moi, je pense que tu es capable. » C'est comme ça, le sentiment d'efficacité personnelle. C'est à travers des défis ajustés pour chacun de nos élèves, plutôt que d'avoir tout le monde le même défi, la même tâche à réaliser en même temps. Et on a des défis qui peuvent être variables selon nos élèves, le contexte ou leurs difficultés ou leurs besoins différents. Flexibilité, différenciation, tout à fait, Benoît, absolument. On pourrait dire que ce sont des synonymes, faire preuve de flexibilité, de différenciation à plein d'égards, que ce soit en classe, que ce soit à distance, mais ça, c'est tout à fait important d'offrir de la flexibilité, de la différenciation à nos élèves. Donc, ça fait le tour des 9 principes, maintenir la relation, prendre soin, ajuster les attentes, donner confiance, cibler les actions, choisir des technologies ou des outils connus, ou partir de choses qu'on connaît, prendre en compte des considérations éthiques, hein, et non pas faire peur ou transmettre nos peurs, mais partir de ce qu'on connaît. Adapter la durée, la durée des activités, des rencontres à distance ou en présence. Faire preuve de flexibilité, offrir des choix, des modalités, des défis ajustés. Donc, nos 9 principes, on vient de les étaler. Je vous invite maintenant c'est à votre tour, je vous donne la parole. Je vous invite maintenant à votre tour à venir nous partager ce que vous retenez de ce qu'on vient de dire. Donc, je vois qu'il y en a dans le clavardage qui en ont déjà partagé. Donc, je vous invite à nouveau à aller chercher vos outils d'annotation. Donc, vous savez, vous avez la barre à côté de la bande verte, là, les outils options supplémentaires, je crois, et vous avez l'annotation. Je vous invite à venir écrire dans le tableau blanc ou dans le clavardage ce que vous retenez des 9 principes. Donc, on y va, c'est parti. Enseignement. Donc, on a quelqu'un qui utilise l'écriture à la main levée, très intéressant. Enseignement à distance égale, n'égale pas. OK, on va te laisser écrire. Et n'égale pas la classe, effectivement. Quand on est en enseignement à distance, il faut s'adapter. Donc, il faut s'adapter à la situation. Ça peut pas être, on ne peut pas tomber dans nos automatismes de la classe. On a besoin de repenser notre manière de faire des choses autrement. Tout à fait. Applicable en présence ou à distance, absolument. Donc, ces 9 principes-là sont applicables autant en distance qu'en classe. Possible aussi avec, OK, je te laisse écrire ce que tu as à dire, ton idée. Alors, je vous laisse le temps d'écrire vos propositions, puis on va les nommer ensemble. Je vais prendre un outil de
de sélection pour aller déplacer les textes qui se chevauchent. Excellent. Donc, les premiers principes doivent être appliqués avant de mettre les autres en action. Oui, mais disons que ce n'est pas rigide, ça. Okay? Ça pourrait qu'il y ait de la variété, de la flexibilité entre ces éléments-là. Il y a peut-être des allers-retours aussi. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a mis une chose en place qu'on n'a plus besoin d'y revenir. Donc, il y a des allers-retours entre les éléments. Ce n'est pas nécessairement linéaire et rigide, mais c'est grosso modo ce que j'ai essayé de penser, c'est la façon que je les ai pensés. C'est possible avec des élèves en difficulté, oui, hein, les 9 principes, de les mettre en pratique. Applicable en présence ou à distance, oui, on l'avait dit tout à l'heure. Utiliser des outils connus de tous. En fait, ce que j'ai nommé tout à l'heure aussi, c'est qu'on va commencer avec des outils connus, mais ça peut nous amener vers d'autres nouveaux outils par la suite. Mais c'est important de commencer avec du connu. Adaptation, changer notre prise de vue, oui, hein, changer, passer d'un format portrait à un format paysage pour élargir nos horizons, élargir notre point de vue, puis voir les choses d'une autre façon. Bien-être et apprentissage sont complémentaires, absolument, ça va ensemble. La dimension, notre cerveau est un outil qui fonctionne à la fois avec l'affectif et avec le cognitif. L'apprendre, faire fonctionner son cerveau, ce n'est pas juste cognitif, c'est aussi affectif. Donc, c'est très important de prendre en compte. Prise de vue ou point de vue. Donc, tenir compte des points de vue des différentes personnes, ça, c'est important. Hein? Puis quand on fait de la réflexion éthique, c'est ce qu'on fait. On met en commun nos points de vue divergents et ça nous permet de trouver des solutions qui vont faire en sorte de réconcilier nos points de vue. Tellement important d'impliquer les élèves dans les règles. Oui, absolument. Si on n'implique pas nos élèves, bien, on risque plus qu'ils aient le goût de les transgresser, nos règles, plutôt que de les respecter. Donc, bien-être et apprentissage de complémentaires tellement riche, je crois que je devrais sélectionner certains principes, afin d'explorer certains sentiers. Ah, super intéressant, merci beaucoup. Donc, vous avez accès à ces... Non seulement la présentation va être disponible après pour vous, mais le texte que j'ai écrit aussi est disponible et va le rester longtemps. La prise de vue ou point de vue, en fait, moi, je parlerais plutôt pas tant de la prise de vue que de tenir en compte les différents points de vue. Alors, ce n'est pas tant de parler de la prise de vue, je dirais plutôt que c'est de prendre en compte les points de vue. Alors, donc, c'est plus les points de vue que les prises de vue que je dirais. Alors, là, si j'ai dit prise de vue, c'est peut-être ma langue qui a fourché, mais je vous dirais que davantage, je parlerais de points de vue, de prise en compte des points de vue. OK? Donc, les élèves à risque en classe peuvent ne pas être les mêmes en contexte de confinement. Tout à fait, hein, le tableau à double entrée. On peut se rendre compte que des élèves qui, par exemple, en classe, n'auraient pas de difficulté dans un nouveau contexte, ça se pourrait qu'ils se retrouvent dans des élèves qu'on dit, nous, à risque. Donc, effectivement, donc, plein de choses comme ça. Utiliser des outils, bon, OK. Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments? Ah, ici en bas, il y a un nouvel élément qui vient d'apparaître. Tous ces principes sont importants pour susciter l'engagement des élèves en classe, mais encore plus à distance. Tout à fait, à distance, c'est encore plus important, oui, parce que nos élèves sont dans une situation complètement nouvelle, déstabilisante. Si on ne tient pas compte de ces éléments-là, le risque qu'on a, c'est que les impacts de nos activités d'apprentissage seront moins grands, auront moins d'impact que l'on souhaite avoir. Donc, c'est pour ça que c'est important de réfléchir en équipe ou seul sur ces éléments-là avant de se mettre dans l'action. Ça aide. Ou si vous avez déjà commencé à être dans l'action, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour s'arrêter, prendre un pas de recul puis se réajuster. On peut toujours faire ça, absolument. Pour la dernière partie, qui est la mise en commun, alors je vous invite à choisir un des documents qui est ici. Vous avez le lien vers la diapositive. Marjorie va vous donner le lien vers la diapositive où il y a tous les liens que vous voyez qui apparaissent devant vous. Donc, ça va vous aider à revenir plus rapidement à un des tableaux. Bien, je vous invite à choisir un des documents. Ce n'est pas vraiment important quel document parce que tous les documents sont identiques. Hein. On vous demande, en fonction de votre contexte, selon le rôle que vous jouez dans l'école, de venir indiquer ce que vous travaillez dans ce niveau-là ou à un autre, mais dire ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez mettre en pratique hein, dans le fond, là, ces éléments-là qu'on a vus ensemble, le fonctionnement du cerveau, les dimensions socio-affectives, les 9 principes, ça vous inspire quoi, vous, pour poser des actions dans votre milieu, dans votre contexte, que ce soit à 2 mètres en classe ou que ce soit en apprentissage à distance? Je vous invite à aller dans un de ces documents collaboratifs-là
et aller proposer des actions. Vous allez voir qu'il y a déjà plein de propositions qui sont là parce que, évidemment, cet atelier-là a été offert aussi à 2 reprises déjà, ou même plus que 2 reprises. Je crois que c'est la 6e fois que je l'anime. Mais entre autres, je l'avais donné au Sommet du numérique et lors du colloque de la COPS. Puis la semaine dernière, je l'avais animé déjà 3 fois. Cette semaine, c'est ma 2e fois. Donc, tout ça ensemble, ça fait en sorte que tous les participants ont partagé dans les mêmes documents le lien. Si jamais votre rôle n'est pas dans la liste des rôles qu'il y a là, n'hésitez pas à l'ajouter. Il y a des cases vides à la fin. Vous pouvez ajouter un rôle qui n'est pas déjà indiqué et vous pouvez nous écrire des propositions de ce que vous proposez comme action à faire. Je vous donne environ 5 minutes pour faire ça. Il était 49, donc je vous donne 5-6 minutes. On va ensuite revenir ensemble, tout le monde, pour la conclusion de l'atelier. Mon Dieu, Benoît, je dois avouer que j'étais pas retournée dans chacun des documents depuis le début de tes présentations de cette série. Puis c'est impressionnant quand même les traces que les participants ont laissées. Là, Absolument. beau boulot. Bravo. Beaucoup de travail, générosité. Vraiment. Un travail d'intelligence collective très riche, hein? Tout à fait. Oui. Absolument. Oui, je l'ai mis tantôt dans le clavardage. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a une de nos collègues qui dit tout le temps ensemble, on est tellement plus intelligents. Ben, c'est ça. Oui, Jennifer Poirier qui dit ça souvent. Oh oui. Ben, ça fait plaisir. Merci Sabrina et Valérie. Oui, hein, c'est riche de permettre d'accéder à l'intelligence collective. Moi, je crois beaucoup à ça. Au récit, on travaille beaucoup de cette façon-là. On croit beaucoup à l'intelligence collective. Alors, tant mieux si si c'est riche pour vous aussi d'accéder à ça. C'est possible qu'un vendredi, en fin d'après-midi, notre cerveau ait de la difficulté à être encore créatif. Là. Si vous arrivez à le faire, tant mieux. C'est super, bravo, vous êtes bon et bon. Mais au moins, si ça vous donne au moins accès à ce que les autres ont réfléchi avant vous, bien, ça va être riche. Dans chaque document, il y a beaucoup d'idées très intéressantes. Alors, ça fait une grande richesse collective. Tout à fait. Alors, juste pour vous dire, le document de présentation d'aujourd'hui a été a été fait avec une application Google Présentation que vous connaissez peut-être. Si vous avez un compte Google, c'est possible pour vous de vous créer une copie de la présentation pour pouvoir la réutiliser dans votre milieu, avec vos collègues, si vous voulez amener des éléments ou aller chercher juste quelques diapos si vous voulez réutiliser des éléments avec vos élèves, par exemple sur le fonctionnement du cerveau. Vous voulez expliquer à vos élèves comment fonctionne le cerveau, bien, ça peut être utile pour vos élèves. Gênez-vous pas, c'est libre de droit, vous pouvez le réutiliser comme vous voulez. Vous pouvez donc ajouter, gênez-vous pas de vous servir de ces éléments-là. Donc, vous pouvez vous créer une copie de la présentation, puis ensuite de ça, vous pouvez l'exporter dans différents formats, par exemple PowerPoint ou PDF ou autre. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de vous outiller. Si jamais vous souhaitez obtenir un badge de participation pour l'atelier d'aujourd'hui, c'est possible. Hein? Ce que vous avez à faire, bien, je vous l'avoue, c'est un petit peu complexe comme démarche. Je vous les donne, les 6 étapes pour arriver à obtenir votre badge. C'est un petit peu long, mais ce n'est pas si compliqué. OK? Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller sur Campus Récit. Vous avez le lien en haut à gauche, campus.récit.qc.ca. Une fois là, bien, il faut vous connecter. Alors, pour vous connecter, vous avez 3 options. Soit que vous avez déjà un compte créé, vous avez juste à rentrer vos codes d'utilisateur, vous connecter. Sinon, vous pouvez utiliser, si vous avez un compte Microsoft, Office 365 par exemple, ou un compte Google, vous pouvez vous connecter à l'aide de votre compte déjà. Ou encore, vous pouvez carrément vous créer un nouveau compte à l'aide du bouton « Créer un compte ». Une fois que vous êtes connecté au compte, là, soit en créant un compte ou en vous connectant avec un outil, vous retournez sur le site, mais vous allez à la page campusrécit.qc.ca/événement/RDV. Ça va vous amener dans la page qu'on voit au centre ici, qui est là, la 5e étape. Donc, vous allez choisir l'atelier, mon atelier, notre atelier qu'on anime aujourd'hui. Il se trouve à être en bas de la page, en bas complètement, 9 principes pour soutenir un apprentissage à distance à 2 mètres. Vous cliquez une fois sur le titre, va apparaître un sous-menu en dessous. Vous cliquez sur « Demander le badge de participation pour cet atelier ». Ça va vous amener à une autre page, la dernière page, c'est la partie qui est là, et qui pourra obtenir votre badge. Ce que vous devez faire pour obtenir votre badge, vous devez ajouter un travail. Et tout ce que vous avez à faire dans la tâche, c'est dans le fond, en quelques mots, résumer l'atelier que vous avez vécu aujourd'hui. Donc, vous pouvez prendre ce que vous avez écrit dans votre clavardage et faire un copier-coller, écrire ce que vous avez retenu de l'atelier et ajouter un travail. Quand vous allez avoir fait ajouter un travail, bien, ça va automatiquement faire la demande d'obtention d'un badge. Et là, l'équipe qui est au campus Récit va traiter votre demande et dans les jours qui vont suivre, vont pouvoir vous envoyer un badge par la poste parce qu'une fois connectés, ils auront vos coordonnées pour vous communiquer avec vous. Donc, vous allez recevoir par courriel votre badge numérique.
Donc, je reviens à la... On est à toute fin. Vous avez les liens dans le clavardage pour aller répondre au formulaire de rétroaction. Vous pouvez aussi, en allant sur Campus Récit, obtenir votre badge. Ben, c'est le temps de faire la conclusion ensemble. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Quels sont vos commentaires, vos remarques? Avez-vous encore des questions? Vous pouvez les écrire dans le clavardage ou encore nous écrire avec les outils d'annotation ce que vous retenez ou ce que vous avez le goût de nous partager par rapport à l'atelier de cet après-midi. Moi, je voulais vous féliciter grandement. Et on est encore, combien de participants? On est, attendez que je vois, on est déjà encore 26 participants. Un vendredi, il est 15 heures. Vous êtes encore là. Vous prenez en main votre formation continue. Félicitations. Vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes pas mal bonne et bon d'être resté tout le long, pendant 1 heure et demie de temps, de vous être engagé, d'avoir participé comme on vous l'a demandé tout le long. Bien, une grande félicitations. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Puis, je suis confiant pour vos élèves qui vont avoir des enseignantes ou des intervenants qui vont être mieux outillés pour les accompagner, les aider. Il y a même des techniciens en éducation spécialisée, il y avait des orthopédagogues, il y a des conseillères, conseillers pédagogiques qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été là. C'est vraiment précieux. Merci beaucoup d'être là. Avant de quitter, si vous avez envie de nous laisser un petit commentaire, une remarque, de poser des questions, c'est tout à fait le bon moment. Merci beaucoup.